Chaque aube, chaque matin, récapitule en quelques secondes une aventure qui s'est déroulée sur des millions d'années, l'émergence de la conscience. Si je ne suis pas moi, qui le sera ? Il y a une forme juste pour chaque chose. Chaque forme est devenue ce qu'elle est, selon un schéma, une organisation destinée à se manifester. Si je ne suis pas moi, qui le sera ? Il se trouve qu'un homme est un primate parmi d'autres qui est tellement complexe qu'il a été capable d'inventer des choses que les autres n'ont pas inventées, en particulier une mise en commun, une communication sans commune mesure avec celle des autres primates. Et cette communication a permis de créer un objet auquel on ne pense pas, qui est une structure, un objet réparti aujourd'hui en 5 milliards d'éléments. Cet objet, c'est l'humanité. Si ces 5 milliards d'hommes étaient simplement accumulés les uns à côté des autres, ça n'aurait aucun intérêt. Mais à partir du moment où ils sont en interaction, où ils créent une structure unitaire, intégrée, cette structure a des pouvoirs propres que n'ont pas chacun de ces éléments. C'est vrai d'un bout à l'autre de toute l'histoire de l'univers. Eh bien, la structure humanité, dans la mesure où on a mis en commun tout ce que nous avions en nous, a des pouvoirs qu'aucun des hommes n'a. Ce pouvoir en particulier, c'est de faire émerger le « je », là où quelqu'un était incapable de dire « je ». Autrement dit, si je suis capable de dire « je », c'est que l'on m'a dit « tu ». Et du coup, ma capacité à choisir, à dire « moi je dis non à ceci, moi je prends telle décision, je renonce à telle chose », elle m'est venue profondément des liens que j'ai tissés avec les autres. Et finalement, tout le rôle de la société, donc tout le rôle de l'éducation, c'est de permettre à chaque petit homme de devenir un homme capable de choisir de dire « je » grâce à tout ce qu'il tisse avec les autres. Tisser, ça veut dire avoir en commun et le moins possible couper. Oh, de temps en temps, il faut bien couper, mais le moins possible. Et je crois que l'origine de ma capacité à choisir, elle est finalement venue des autres. Oui, les autres sont abstraites ou sont morphologiques. Oui, les autres sont abstraites ou sont morphologiques. En fait, qu'est-ce que nous avons fait de particulier, nous les hommes, par rapport aux autres animaux ?
Nous avons inventé l'interrogation, et ça aboutit à la science, mais nous avons aussi inventé l'émotion, et ça aboutit à l'art. Quand je suis face aux étoiles, quand je suis face à un coucher de soleil, je trouve ça beau, mais encore une fois, ce je qui trouve beau, il m'est venu des autres. En fait, je ne l'aurais pas trouvé beau tout seul. Et grâce donc à la collectivité qui m'entoure, je suis capable d'être ému quand je suis au milieu du désert et que je regarde les étoiles. Et c'est ça qui fait ma personne. C'est ça qui en fait est ma richesse. Je mets l'un avec l'autre ma capacité d'interrogation avec les réponses scientifiques et ma capacité d'émotion qui est ma richesse artistique et aussi ma capacité d'exigence qui est ma richesse morale. Progressivement, ce jeu qui m'est venu des autres devient quand même une fabrication de moi. Alors je vais laisser la place à certaines émotions, je vais en réfréner d'autres, la liberté va s'installer là-dedans. Peu à peu, je vais devenir celui que je vais choisir d'être. Ce que je veux, c'est savoir ce qu'il m'est possible et ce qu'il ne m'est pas possible de faire dans les airs. Mais tout cela ne vient que lentement. Et c'est pourquoi je crois que l'éducation est tellement essentielle. On est en face d'enfants à qui on va donner les moyens de choisir et surtout de devenir ce qu'ils choisissent pour eux-mêmes, à condition que ce choix pour eux-mêmes soit évidemment en liaison avec les autres. En fait, tout ceci est merveilleux, c'est extraordinaire d'appartenir à cette espèce. Pour moi, ce qui est merveilleux, c'est pas d'être vivant, n'importe quelle amibe vivante. Ce qui est merveilleux, c'est d'avoir une vie d'homme, c'est-à-dire d'appartenance à cette collectivité humaine. Et par conséquent, il faut que je dise à tout enfant, tu as une merveille à construire. Tu as une merveille à construire par toi grâce aux autres. Cet émerveillement, les petits-enfants le comprennent très bien. Malheureusement, ils vivent dans une société qui peu à peu leur dit au fond, tu n'es pas si merveilleux que ça. Tu as quelque chose qui ne fonctionne pas bien, tu ne comprends pas vite, tu es lent, tu n'es pas fait pour les études, etc. Et progressivement, ils finissent par le croire. Et peu à peu, eh bien, devenant adultes, ils s'imaginent qu'ils n'étaient pas si merveilleux. Alors il faut les réveiller et il faut leur faire comprendre que, en fait, c'était une erreur. Il y a toujours, mais toujours définitivement en eux, un potentiel de choix et de création d'autre chose. Il y a toujours du potentiel riche, possible, et c'est ce potentiel à trouver donc, qui implique que l'enseignant ait beaucoup de finesse, de souplesse, de mobilité intérieure par rapport à lui-même et par rapport à l'ajustement de sa personnalité à celle des autres. L'un des concepts importants, et celui qu'on retrouve en informatique d'ailleurs, dans les matériels, c'est celui de compatibilité. Et l'important, c'est pour un enseignant de se rendre dans ses propos, dans ses attitudes, dans ses conduites, compatibles à la variété des tempéraments de ses élèves, et rendre ses élèves eux-mêmes compatibles les uns aux autres, et donc dans une possibilité qu'ils font même de la socialisation d'ailleurs, qu'ils font même aussi de la réalité du phénomène humain, pour reprendre le terme de Teilhard de Chardin, et qui est justement ce phénomène de mise en commun progressive, de ce tressage des uns vis-à-vis des autres qu'évoque si bien Jacquard. Un choix suppose que l'on prenne entre plusieurs possibilités. Vous savez, c'est toute l'histoire de l'évolution. L'évolution a été une succession d'espèces qui de temps en temps avaient des accidents. Et bien souvent, ces accidents consistaient à mettre en place une espèce mal fichue. Par exemple, l'espèce humaine, ce primate qui n'est pas capable de passer par les branches. Et progressivement, on a vu apparaître des êtres handicapés et dont les handicaps sont devenus les chances. Eh bien, ce qui est vrai au niveau de toute l'évolution, nous les hommes qui sommes des primates ratés, totalement ratés, avec un cerveau trop gros, un larynx trop bas, des quantités de choses qui ne fonctionnent pas, vues par un chimpanzé ou un gorille normal, eh bien, on a fait de ça la chance de l'espèce.
Notre cerveau a une capacité fabuleuse de sélection et de mise en connexion. Chacun de nos 100 milliards de neurones peut être mis à feu 1000 fois par seconde. Aucun neurone ne fonctionne seul. Notre activité cérébrale s'effectue au sein d'une assemblée de neurones qui est un ensemble transitoire de cellules actives à un instant donné. Notre cerveau possède 10 puissance 14 ou 16 de points de jonction entre les neurones. Ce sont les synapses. Elles permettent précisément à l'activation cérébrale de créer des réseaux qui seront les bases physiologiques de nos activités mentales, de nos images, de nos souvenirs, de nos langages. Ce cerveau trop gros est devenu un cerveau très gros et par conséquent capable de choses extraordinaires. Eh bien, c'est vrai aussi dans l'évolution d'un individu tout au long de sa vie, où il en a des ennuis, où il en a des choses qui ratent, il en a des tentatives qui ne vont pas aboutir. Alors, bien sûr, ça fait mal, ça fait très mal. Mais, prononçant ce mot-là, je me dis que ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a fait mal. Et qu'au fond, chaque fois que j'ai eu mal, si je m'en suis sorti, eh bien, je m'aperçois après coup que c'est ça qui a fait de moi quelqu'un un petit peu différent. J'ai eu tel ennui, j'ai eu tel accident, j'ai eu tel ratage, tel échec. Vu de loin, après coup, je me dis que j'ai eu bien de la chance ce jour-là. Oh, ça a été dur sur le moment. Mais ce jour-là, je suis devenu moi. Et dans la mesure où j'ai été capable, intérieurement, d'en faire une matière première de ma construction, alors je suis devenu quelqu'un qui était capable de choisir. Finalement, le vrai choix, ça consiste à profiter de toutes les aventures de la vie. Et il y en a toujours pour devenir quelqu'un qui se choisit comme celui qui a subi tout ça et qui en est sorti quand même. Comment, à vos yeux, un système éducatif peut-il intégrer la phrase de Henry David Thoreau « Si je ne suis pas moi, qui le sera ?» Je suis très sensible à votre citation parce qu'effectivement, je l'ai souvent dit aux collègues enseignants, leur problème quand ils accueillent par exemple des élèves en classe, ce n'est pas de les connaître, c'est de les reconnaître, de leur donner à chacun le sentiment qu'ils existent, qu'ils sont différents. Et je crois que ça commence effectivement aussi par le fait que l'enseignant ne doit pas être quelqu'un qui imite, qui répète, qui reprend des choses machinales, qui ne travaille que sur des routines, mais au contraire, il est un créateur et il doit lui aussi se découvrir lui-même au fur et à mesure. Comme le disait Buber encore, nos élèves nous forment. Et je crois qu'il y a là, dans cette réciprocité vécue, la vie est réciprocité, disait-il, il y a cette richesse justement d'un devenir qui n'est pas joué d'avance et qui va se tresser comme une mélodie avec des harmonies successives. Le premier piège, c'est le piège identitaire. Nous avons tendance à ne proposer aux autres et à nous-mêmes qu'une seule chose ou des choses identiques faites antérieurement. Là, c'est les ordinateurs où on travaille. Pourquoi ne pas proposer des techniques différentes, des instruments différents, des supports différents, une ingénierie différente? Où qu'on met les messages, qu'on reçoit des messages par d'autres copains. D'autres écoles. Ouais, d'autres écoles. Comme une boîte thématique comme nous. Ouais, et nous on peut envoyer des messages. Oui. Ceux qui ont des boîtes. D'accord. Ici, ça c'est le plan général de la classe. Ouais. De toute la classe. Ça c'est où on marque tout ce qu'on doit faire. Ouais. On a chacun un plan de travail et on regarde ce qu'on doit faire. Ici, là, c'est l'atelier son. C'est là où tout ce qu'on fait avec l'atelier son, avec le son. On écoute de la musique, on fait du piano, on fait de la boîte à rythme, on parle au magnétophone. Puis là, c'est l'atelier discussion. Ouais. Alors là, quand on a envie de discuter, on vient tous là, on vient là, puis on discute.
Il y a un deuxième piège, moi aussi, qui me paraît important, aussi bien pour l'enseignement que pour la formation, c'est le piège dans la relation donc d'enseignement de la réactionnalité. Des stagiaires, des élèves proposent certaines choses, ont certaines attitudes et nous avons tendance à réagir immédiatement. Une personne nous parle, que ce soit dans un entretien, dans une classe, dans un groupe. Ce qu'elle nous dit est une prestation provisoire, quelque chose qui va s'alimenter, qui va rebondir en elle, pour elle, par les autres, par rapport à nous. Et donc il faut accueillir ce devenir, accueillir le processus, et non pas le bloquer dans un produit classé et dans lequel on dit bon élève, mauvaise copie, faute, enfin toute cette recherche pseudo-janséniste d'une négativité bloquante, et au lieu d'utiliser les approximations comme des réalités qui permettent un devenir. Il y a bien sûr d'autres pièges qui peuvent se présenter devant nous, et l'un des pièges, bien sûr, c'est de ne pas accorder suffisamment de confiance aux personnes, ni à nous-mêmes. J'avais autrefois proposé la notion d'analyseur d'interstice, en disant une institution étant ce qu'elle est, avec ses contraintes, ne nous laissons pas prendre par la force de cette structure en face de nous, mais sachons qu'il y a quelque chose à faire pour nous trouver une petite place, une fissure, une faille par laquelle nous allons nous faufiler. On dirait que c'est Mickey, c'est la souris qui sait se faufiler. Mais je crois qu'il y a tout de même là quelque chose d'important, parce que alors c'est là le quatrième piège qui me paraît très, très dangereux, parce que je le vois dans l'interprétation des programmes ou des examens, ou dans la puissance d'angoisse qu'elle projette, et c'est l'idée fantasmatique que les institutions sont plus méchantes, plus dures, plus contraignantes qu'elles ne sont. Nous pouvons toujours plus. Je trouve qu'à l'heure actuelle, en raison de nos pratiques d'évaluation qui en fait ne sont que des pratiques de sélection, car la notation c'est un appareil de mesure pour la sélection, et nous pratiquons depuis l'âge de 6 ans, alors que nos amis scandinaves ne pratiquent la notation qu'à partir de l'âge de 14 ans. Bon, alors chacun pense que quand on met des notes, c'est définitif, que puisque c'est des chiffres, c'est absolu, et puisque on a comparé les gens les uns aux autres, on a créé des réalités définitives. Bon, alors tout ceci a pour conséquence, c'est que contrairement à toutes nos valeurs démocratiques et républicaines, à nos valeurs laïques également, il y a une réalité forte qui est, comme signifiant, imposée aux élèves, tu dois apprendre et réussir contre les autres. Alors que le signifiant de l'apprentissage réel, et tout ce que nous voyons les uns et les autres d'important au niveau du développement à la fois de la personne comme des richesses cérébrales, c'est qu'au contraire, tu apprends par toi et par les autres, avec les autres, pour toi et pour les autres. Le temps pour les Grecs avait plusieurs visages. Chronos, le grand dévoreur de ses propres enfants, représentait le temps physique, biologique, déterminé, mesurable, séquentiel et non réversible, le temps du cadran, de l'histoire, de l'extériorité, de l'événement. Sous Chronos, la temporalité est exigeante. L'attente mène rapidement à l'angoisse, à la tentative de la maîtrise de l'événement, de l'appropriation du sens, à l'acharnement ou à l'abandon, à l'échec, à la mort. Mais les Grecs connaissaient un autre aspect du temps. Ils employaient le mot aion pour dire la vie, le temps indéterminé, le temps suspendu, la plénitude, l'éternité. Grâce à aion,
le temps peut être mis entre parenthèses, indivisible, sans frontières, il n'y a ni avant ni après. C'est un temps qui laisse une place à l'inattendu, aux possibilités d'un devenir. Il y a aussi Kairos, le temps de la juste mesure, du moment opportun, favorable. Kairos fait le lien entre Chronos et Aion. C'est lui qui permet l'unité, l'intégrité physique, affective, morale. Il nous libère de la rigidité des relations linéaires et causales. Il nous met en rapport avec nous-mêmes, sans écran ni distance. Comment se fait-il que la chose la plus difficile au monde, c'est de convaincre un oiseau qu'il est libre et qu'il peut s'en convaincre aisément s'il consacre une partie de son temps à s'y exercer? Quelle part pouvons-nous faire aux maîtres, à leur influence, sans risque de leur donner la place de décision qui nous revient? Il y a plein paradoxe. Un enfant est là pour se construire libre, pour se choisir, et pourtant, il commence par l'obéissance. Mais je crois qu'il faut là bien réfléchir à ce que ça veut dire être libre. Être libre, ça ne veut pas dire être capricieux. Je ne crois pas à la liberté dans l'île déserte. Je suis tout seul, je fais n'importe quoi, mais au fond, je n'ai pas de liberté. La seule liberté, c'est celle que l'on construit avec un autre. Et pour commencer, bien évidemment, il faut obéir. Le meilleur exemple, c'est la liberté de la parole. Je n'aurais pas de liberté de parole si je n'avais pas accepté d'obéir à ceux qui m'ont appris à parler, qui m'ont appris la grammaire, qui m'ont appris comment peu à peu exprimer les idées. C'est au bout des contraintes qu'il y a la liberté. Eh bien, c'est ça le paradoxe du maître, c'est qu'il nous apprend des choses, il faut qu'il soit exigeant, bien sûr, mais il faut que cette exigence sache un beau jour dire à quelqu'un, eh bien maintenant, tu m'as compris, donc tu me jettes. C'est très exactement la phrase qui terminait les nourritures terrestres de Gide. Si tu m'as compris, tu me jettes. Il n'y a pas beaucoup de maîtres qui sont capables de dire ça. On a trop envie de dire, si tu m'as compris, tu m'imites. Et ça, c'est la catastrophe. Et finalement, c'est le contraire de la construction de l'humanité. Donc oui, il faut des maîtres. Il faut plus exactement des rencontres. Et il ne faut pas de gourou. Il ne faut pas admettre que le maître, lui, sait tout. Il faut dire, le maître, il va être quelqu'un qui va un petit peu me donner des réponses, mais beaucoup m'apprendre à construire des questions. Voilà le rôle du maître, être celui qui apporte les matériaux de questions nouvelles. À un certain moment, la pente change. Le désordre s'empare du tas de sable à la recherche d'un nouvel équilibre. Peut-on prévoir cet instant? Peut-on aider à la réorganisation du chaos? Vous dites que la vie, c'est l'affrontement permanent à des problèmes inattendus. Et oui, inattendu, imprévisible. Il se trouve que, et ça c'est un cadeau du XXe siècle, nous savons que notre univers est imprévisible. Même le mouvement de la Terre autour du Soleil ne peut pas être prévu indéfiniment. À cause de l'influence de la Lune, c'est Henri Poincaré qui démontre ça avec de belles équations, on ne peut pas penser que le déterminisme de la gravitation permet de calculer où sera la Terre dans 200 millions d'années. C'est merveilleux, nous sommes dans un monde où l'imprévu est constamment fabriqué par la nature. Et puis nous, les hommes, ce que nous avons de plus que tout le reste, c'est que nous le savons. Et par conséquent, cet imprévisible de demain me donne un espace de liberté où je vais pouvoir influencer demain puisqu'il n'existe pas encore. Alors au lieu de laisser la nature développer ce mécanisme, plus ou moins régulier, eh bien moi je vais intervenir. Et en particulier, dans la nature, ce qui m'intéresse, c'est moi l'homme. Et par conséquent, nous devons, surtout maintenant, cette fin de siècle, comprendre que le destin de l'homme est entre les mains de l'homme. Bien sûr, il y a des contraintes, on ne fera pas n'importe quoi, mais ces contraintes nous laissent un espace formidable. Le choix est grand. Mais attention, soyons vigilants. L'une des caractéristiques de notre époque est la téléprésence. Ce que les technologies live nous permettent de faire aujourd'hui, agir là-bas tout en étant ici. Après l'invention du téléphone, de la télévision, on a inventé la télécommande, la téléopération, la télésurveillance, le télétravail
et bientôt le gant télétact qui nous permettra de serrer la main à quelqu'un de l'autre côté du globe. Paul Virilio rappelle à notre vigilance les risques de cette téléprésence qui réduit à zéro les distances, rétrécit l'espace, écrase le temps, exclut l'anticipation et encourage le réflexe, le conditionnement et les comportements sous influence. En excluant la réflexion, en modifiant nos perceptions, ces technologies risquent de priver l'homme de son champ de décision et de sa recherche de sens. En ne permettant plus à l'homme de communiquer en temps différé, elles réduisent considérablement sa capacité de choix. Il faut que les gens soient de plus en plus en état de porter l'hyper-risque qui provient de l'hyper-sécurisation de nos systèmes. Ce qui implique un besoin de responsabilité à l'échelle planétaire. C'est toute la théorie de l'écologie, heureusement, mais aussi c'est toute la théorie pratique des choses que Prigogine, prix Nobel de chimie, nous rappelle avec la nécessité de réenchanter le monde. Et on ne peut réenchanter le monde que si chacun se sent créateur, responsable, co-créateur avec les autres, dans cette connaissance au monde et de soi-même que je rappelais avec Paul Claudel, mais également dans cette réalité capitale du sentiment qu'on apprend pour les autres, et pas simplement pour soi, mais que les deux sont liés. Certains enseignants peuvent avoir besoin à un moment donné de choisir 3 heures pour faire des exercices, des travaux, du laboratoire, tout ce que l'on voudra. Et puis à d'autres moments, ils n'ont besoin que d'une heure, d'une demi-heure. Et donc il faut donner des souplesses dans la création de l'emploi du temps et dans son usage et dans sa mise au point au moment utile. C'est une première condition. Ce n'est pas du tout notre système qui est bloqué, c'est plutôt l'idée qu'on n'a pas assez de liberté. Alors c'est la première chose. La deuxième chose, je crois aussi une certaine variété des lieux et en particulier le développement de ce que nous avions commencé à lancer il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire dans les collèges et les lycées, les CDI, les centres donc de documentation et d'information, de même que dans les écoles primaires, les BCD, donc les bibliothèques, centres de documentation. Il me semble important que nous ayons davantage un système d'évaluation qui fasse sortir les valeurs, qui soit positif, qui soit créateur d'une image donc de soi chez le jeune, qui lui permette d'avoir envie de faire des efforts et de choisir. Bien, en cette fin de siècle, ce moi, je vais décider, s'impose à tous. Alors quel monde veut-on? Je suis grand-père. Le monde que je vais décider, c'est celui de mes petits-enfants. C'est un monde où il y aura un peu, et j'espère beaucoup de liberté. Qu'est-ce que la splendeur de cet arbre, sinon la nôtre, vue dans le miroir de la nature? Si nous le voulions, nous pourrions retourner le miroir et voir directement la splendeur qui est en nous.